a parlé déjà pas mal de la médiathèque. Il se trouve que vous savez qu'il y a un projet donc de logement qui va avoir lieu sur l'emprise du terrain de la Fondation Saint-Martin, sachant que l'ensemble des décisions, enfin des tractations ne sont pas encore complètement terminées, mais on a compris qu'il y avait en bonne voie Green City qui allait acheter une partie du terrain de la Fondation Saint-Martin, qui ne touche pas d'ailleurs l'IME Saint-Jean. Ils sont d'ailleurs allés les voir, ils ont eu des discussions et des négociations, y compris avec l'ANRAS, donc qui est l'association qui gère l'IME Saint-Jean. Et donc on est plutôt sur la bonne voie. Il y a donc sur le bas de ce projet, alors je dis le bas, c'est du côté de la rue des Martinets. Il y a un certain nombre de logements sociaux, je ne me rappelle plus du nombre de logements sociaux qui sont prévus là. 250 logements sociaux. Non, en tout il y a 250. 70 logements sociaux qui vont être construits donc sur du R+2. Et donc, c'est Toulouse Métropole Habitat qui va les réaliser. Toulouse Métropole Habitat a prévu des zones au rez-de-chaussée, donc de développement économique, commerce et tout ça, n'a pas trouvé d'acquéreur. Et donc, ils nous ont demandé si nous on était intéressés, et nous on est intéressés par ce rez-de-chaussée, et pour en faire la future médiathèque de Plaisance du Touche. Donc, les travaux sont évalués à 2 276 615 € hors taxes, dont 1 321 775 € hors taxes pour la première phase et 954 840 € pour la deuxième phase. Et donc, on demande... Non, ça, je me trompe complètement. Ça, c'est quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit, ah oui, il faut lire les chiffres. Et en fait, ça, c'est pas les bons chiffres. On les a... Voilà, on les a plus bas. Prix de vente. Donc, la cession de cet ensemble local d'activité, jardin, puisqu'il y aurait un jardin de lecture, mais de, je ne sais plus combien de mètres carrés. 250 mètres carrés et 1000 mètres carrés à peu près de 1090 mètres carrés de surface pour la médiathèque. Alors vous sachiez 1010 mètres carrés pour la médiathèque et 230 de jardin. Sachant que vous le savez certainement que la médiathèque, pour obtenir des subventions de la DRAC, il y a des surfaces minimum en fonction du nombre d'habitants et il y a des dépenses de fonctionnement minimum en fonction du nombre d'habitants. Donc, le prix de vente de ce terrain, de ces surfaces, et de 2 323 000 € hors taxe, qui fait un total TTC de 2 787 600 € TTC. Donc, on vous demande d'approuver cette transaction avec Toulouse Métropole Habitat. Pardon ? Et de m'autoriser à signer les actes. Alors, sachant qu'on a donc la délibération concomitante a été faite déjà à Toulouse Métropole, sachant donc que mais ce n'est pas complètement définitif, puisque bien sûr, s'il y avait à un moment un problème, un rupture d'acte entre la Fondation Saint-Martin et Green City, ou entre Green City et Toulouse Métropole, on aurait, bien sûr, le projet ne se ferait pas, mais
de toutes les parties, on a quand même contacté toutes les parties et toutes les parties disent que on est sur la bonne voie. Y a-t-il des questions? Est-ce que l'IME est associé au projet? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils sont au courant? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on les conserve? Enfin, est-ce qu'on leur présente le projet malgré que ce soit à côté, est-ce qu'ils sont au courant de tout ce qui va se construire à côté? Alors, on en a parlé déjà, mais ça ne nous concernait qu'à moitié, donc on n'a pas été dans les détails. Je l'ai dit tout à l'heure, Toulouse Métropole Habitat est allé voir le président de l'ANRAS et voilà, je ne veux pas dire le contenu parce que je ne suis pas persuadé que ce soit, mais ils ont eu effectivement des discussions avec l'ANRAS et avec l'IME Saint-Jean. Alors, si je peux me permettre, je participe aux réunions CVS de l'IME Saint-Jean. Et sur cette partie de projet, l'IME a toujours été informé de la démarche au point qu'ils sont en train d'envisager un projet d'inclusion pour les jeunes qu'ils accueillent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier et qui remonte à 2 ans au moins, voire 3. Deuxième question, c'est est-ce qu'un équipement communal est-il bien pensé à cette adresse? C'est-à-dire que la médiathèque, qui c'est qui a fait le choix de cette adresse pour la médiathèque? Oui, non, mais je sais, mais pas comme tu veux. Je propose à Isabelle Torres de répondre. Au niveau Monestier, il y a toute la partie culturelle de la ville avec le cinéma, la salle mix, il y a une salle des fêtes. Donc avec la médiathèque, ça fera toute la partie culturelle de Plaisance. Et la proximité avec la jeunesse, et vous avez en plus l'INEO qui amène dans le coin. Plus le 55 et le 116, tu peux amener les gens des communes de l'entour à la médiathèque. Et elle sera sur la rue des Fauvettes ou l'avenue des Martinets, la médiathèque? Rue des Martinets. Rue des Martinets. Et enfin, dans le projet, je crois que j'avais vu le plan, est-ce que, bon là c'est quand même un endroit quand même qui est assez, qui a beaucoup de circulation, quoi. C'est un endroit assez dangereux pour les piétons, ne serait-ce que pour traverser l'avenue des Martinets. Est-ce que tout ça sera pris en compte? Alors là je vais laisser la parole à qui? À Jo Pellegrino. On a effectivement fait un peu ce sujet. Et il y aura donc en parallèle une piste cyclable bidirectionnelle avec une piste piétonne pour permettre donc à tous ceux qui se rendront et à la médiathèque et à ce centre de pouvoir aller prendre le bus Nino qui sera sur la rue des Fauvettes et qui sera à l'opposé donc de Monestier. Et rue des Martinets, il y aura la piste cyclable qui sera sur la droite si on part vers du docteur Armé vers les Fauvettes, sera sur la droite, et la piste piétonne sera sur le trottoir de gauche. Et ne serait-ce que pour traverser l'avenue des Martinets, ça sera aménagé. Et il y a le fameux rond-point qui va permettre aussi de... Parce que là, suite des travaux de la CCSP, du rond-point et de la rue des Fauvettes, on va continuer à aménager la rue des Martinets jusqu'à Docteur Armin, en passant par la rue Maubec. Tout ça sera aménagé. Et on attend justement que ce projet soit mis en place pour pouvoir le faire. Mais on va sécuriser tout ça. Il y en a besoin d'ailleurs pour la piste cyclable. Donc pour ceux qui veulent se rendre en voiture à la médiathèque, ils vont carrer où? Alors, sur le parking monastique? Oui. Alors je vous soupçonne de ne pas avoir lu complètement la... Alors j'ai pas tout lu non plus, mais c'est écrit. La cession de cet ensemble-là est 27 places de parking. Donc il y aura déjà 27 places de parking. On y créera aussi des parkings vélos. Et ensuite, effectivement, vous avez raison, il y a le parking Monestier, s'il y a vraiment énormément de monde, qui permettra aussi de faire, quand il y aura des manifestations style des expositions ou des choses comme ça, des vernissages, des 27 places, on peut imaginer que ça ne suffise pas. Donc effectivement, on sera quand même très proche de Monestier, puisque voilà, on sera à pied à 70 mètres, 100 mètres, moins de 100 mètres du parking de Monestier.
Deux petites questions pour terminer. C'est un sous-sol. Ah oui, en plus, c'est parce qu'on achète des places en sous-sol qui serviront uniquement au personnel. En tous les cas, qui ne serviront pas aux usagers, puisque les usagers auront la possibilité d'utiliser les places qui seront en surface. Mais par contre, j'en ai pas le nombre. 2,5 par logement en tout, donc multiplié par 250, ça fait 500, ça fait 600. Plus les parties. Sachant que donc effectivement, la journée, la journée, on n'aura pas les résidents ne seront certainement pas sur leur place sur ces places de place. D'autres remarques ou des questions? Question rapide. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà dit. Qu'est-ce que vous envisagez sur la bibliothèque existante? On la déménage à la médiathèque ou on la conserve? Bon, a priori, on déménage. Oui. C'est-à-dire que. Et la deuxième question très simple, c'est donc Toulouse Métropole Immobilier. Ça n'a rien à voir avec Toulouse Métropole, j'imagine. C'est un opérateur. Ah non, si, il a à voir. Si. C'est son principal actionnaire, Toulouse Métropole. C'est comme Colomiers Habitat, ou des choses comme ça, c'est la même chose. C'était plus de ma question. Merci. Non, je ne sais pas. Colomiers Habitat s'appelle Altea. Moi j'ai une question qui se rajoute. Premier point, je vois que prix de vente 2 787 600 €. Tout à l'heure, dans les investissements, vous nous aviez annoncé 2,5 millions. Donc il y a déjà 287 600. Donc erreur de ma part. Donc je n'ai pas compris. Deuxièmement, quand vous avez décidé de construire ou d'installer une médiathèque, vous avez fait un état des lieux, vous avez pris en compte la problématique, les contraintes, les ressources, ou c'est une idée qui a germé comme ça? Mais vous savez, on a une idée et on se dit, ah bah tiens, ça serait une bonne idée. On a pris un cabinet pour les surfaces. Il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet Vitable, qui a pris l'ensemble des besoins donc exprimés par en particulier les personnels, c'est surtout les personnels, mais également par d'autres services, et qui en a déterminé l'ensemble des surfaces et des équipements qui étaient nécessaires à l'intérieur de ces 1000 m². Donc, et la nécessité de créer une médiathèque sur Plaisance, plutôt que de laisser la bibliothèque, qui est quand même centrale, là où elle était. 300 m², la bibliothèque. Oui, ça. 1000 mètres plus 250. Mais pour l'instant, les besoins semblent assez satisfaits par cette Alors, je pense qu'il faudrait que vous discutiez avec les responsables ou pas, les responsables ou simplement avec les bibliothécaires. Ça vaut éventuellement le coup de leur demander qu'est-ce qu'elles pourraient faire en mieux. Mais il se trouve que je la fréquente beaucoup, cette bibliothèque, et moi, en tant qu'usager, j'ai une petite opinion. Bon, donc vous m'avez dit que vous aviez effectivement fait une étude, fait faire une étude. Est-ce que ce sera possible d'avoir une copie de cette étude? Vous aurez tout ce qu'on va voter, donc il n'y a aucun problème. Et comme les études sont des documents de travail temporaires et internes, ils ne seront pas distribués. Par contre, vous aurez, quand on l'aura terminé, l'ensemble du programme tel qu'il va être proposé à la DRAC. Alors je ne sais pas si, puisqu'on va faire la première... dans la première, là, on n'a pas encore... on a vraiment un... Mais d'ici... avant le 31 mai, il faudra qu'on vote en conseil municipal la demande de subvention auprès de la DRAC, et obligatoirement dans ce dossier, il y a le projet culturel de la médiathèque. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement combien pèsent les contrats. On l'aura au Pardon, excusez-moi, je n'ai pas écouté ce que vous disiez. Oui, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ont été évalués justement ces contrats, ces ressources, le bilan entre les avantages de conserver l'existant, quelles que soient les remarques que puissent faire effectivement
personnel. Il y a aussi des remarques que peuvent faire les usagers, dont je fais partie. Et donc vous dites que ce ne sera pas possible d'avoir cet état des lieux en fait. Alors si vous voulez savoir un petit peu quelles sont les contraintes de la DRAC, et il faudra qu'on s'y conforme pour aller pour pouvoir demander une subvention, vous allez trouver l'ensemble de ces contraintes, je pense, sur Internet, au niveau de la DRAC, il doit bien y avoir l'ensemble. Et alors je peux vous dire que par rapport à un prêt de livres, une médiathèque moderne, ça n'a rien à voir. On n'est plus dans les livres. On est dans les livres, mais pas que. Et ça va très 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 loin. Et vous verrez, alors, Madame Carotto, qui a bien fait de rester, parle maintenant de tiers-lieux. Alors, pour ceux qui sont, comme moi, c'est l'ensemble de tout ce qui maintenant devient à la mode, qu'on appelle aussi coworking pour certains, mais c'est pas que du coworking. C'est l'ensemble des activités qui peuvent être effectuées par des personnes, par n'importe qui. Et donc, maintenant, on est obligé, à l'intérieur d'une médiathèque, d'avoir un tiers-lieu. On est obligé d'avoir des contraintes intercommunales, c'est-à-dire qu'il y a une politique culturelle intercommunale avec des actions concrètes. On est obligé d'avoir un certain nombre d'activités vis-à-vis de l'ensemble des publics, ouverts à tous, quelles que soient les difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient porteurs de handicap, qu'elles soient... il faut qu'on s'ouvre à l'ensemble de ces populations. Il faut qu'on ait des projets d'activité, que ce soit en groupe ou avec un certain nombre de choses. Il faut qu'on ait toute une politique culturelle par rapport à un certain nombre de thèmes, et y compris privilégier un thème, et que tout ça s'inscrive dans une démarche intercommunale. Donc c'est très 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 complexe. Quand vous découvrirez le projet culturel, c'est bientôt, hein, je fais pas du suspense, simplement il est encore en discussion, et en particulier avec la DRAC. Donc quand vous découvrirez ce projet, vous verrez que ça n'a rien à voir avec une bibliothèque telle qu'on la connaît. Et si vous connaissez les médiathèques alentour, vous verrez que c'est pas du tout une bibliothèque. Ça veut dire qu'on a pris des contacts avec votre commune sur le plan intercommunal. Ah oui, oui. On est obligé d'avoir un projet intercommunal. Donc il y a la Salle par exemple, et puis ensemble ils en ont eu de médiathèque. Nous aussi, chez nous ils en ont eu. Vous avez toutes les communes de la commune, alors je me souffle, toutes les communes de la communauté des communes étaient invitées à une réunion ce matin. Il y avait un certain nombre de communes en particulier, donc et justement pour travailler sur ce projet intercommunal et qui nous permettra à eux de voir. Je note que la médiathèque vient au centre-ville. Je m'en réjouis parce qu'au départ, il y a quelques années, on nous annonçait ça à Val Tolosa pour que Val Tolosa soit un projet très culturel. Donc j'imagine que maintenant, il n'y a plus d'aspect culturel à Val Tolosa et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ça n'existera plus. Alors, non, sur Val Tolosa, ce n'était pas la médiathèque de Plaisance-du-Touche, mais c'était la médiathèque départementale. Vous avez la médiathèque départementale sur la Beige, et ils cherchaient un secteur dans ce secteur ici pour mettre médiathèque. Donc, ce n'était pas la communale, c'était la départementale. Et si Val Tolosa se fait, il y aura bien effectivement une médiathèque départementale à laquelle on sera relié. Je vous dis, quand avec Val Tolosa, on va ne pas le faire, on va perdre énormément. Mais bon, ça c'est un point de vue. D'autres questions? On peut passer au vote? Alors, qui est contre l'acquisition de 1000 m² plus 270 m² à Toulouse Métropole Habitable? Combien de voix vous avez? Malheureusement, j'en ai qu'une. Pas de chance. Ça s'inscrit dans ce que j'ai dit à propos de ce que vous avez l'intention de faire, enfin de ce qui va être fait de l'îlot Saint-Jean. Donc moi je suis fidèle à mon principe, je vote contre cette médiathèque et je pense pas qu'il y en a un besoin urgent à Toulouse. Et en plus je trouve qu'elle est mal positionnée dans l'endroit.
Très bien. Qui s'abstient? Alors, montez les voix. 2, 4, 5. Moi, je m'abstiens parce que je trouve qu'un projet comme celui-là, les conseillers d'opposition auraient pu être mis à contribution, et ça, je trouve ça lamentable. C'est tout, donc je m'abstiens. Sinon, le projet médiathèque m'intéresse, mais vu comme ça, quoi, ça, c'est vraiment... C'est petit. On en est à acheter le mètre carré, on en est pas encore. On est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont déjà avancées. On n'a pas la possibilité de donner notre opinion, donc je trouve ça petit. Voilà. Non. Et moi, je pense que donc alors, on est à combien d'abstentions? J'ai pas bien vu. 5? Moi j'en avais 5. Hein. Donc il en reste 2. Vous avez 2 voix, monsieur? Ah voilà. Madame Régnier. Donc 2 un contre et 5 abstentions. Mais là, vous n'avez pas vu. Allez, on avance. Non, 5 plus 2, ça fait... Il y a 2 pour. Ah oui, alors. Un contre, 4 abstentions. Un contre, 5 abstentions. Non, il y a plus que ça, des 2. 2 plus 23. Voilà. Voilà, mais j'espère que vous n'êtes pas les seuls à voter dans ce sens. Allez, alors est-ce que vous voulez qu'on redétaille encore d'autres choses pour la subvention culturelle? Est-ce que vous avez lu le... Alors, qui est contre la subvention, la demande de subvention à la DRAC? Et au conseil départemental, oui, parce qu'on a aussi la possibilité d'avoir un complément. Donc, un contre, qui s'abstient? 5. Et le reste en tout. Merci. Allez, allez. Mais j'ai bientôt fini, après ça va être fini. Attribution des subventions exceptionnelles à l'association du service social des employés communes, des employés municipaux. Alors, bon, là, je suis désolé, j'étais un peu ignoré, mais là, on va redevenir sérieux. À la suite d'un accident intervenu le 14 novembre 2018, au cours duquel un employé municipal de la mairie de Plaisance-du-Touche a été grièvement brûlé, la mairie de Plaisance-du-Touche a sollicité le service social des employés municipaux afin de prendre en charge le remboursement des frais encourus par la famille lors des visites au centre de rééducation qui s'élève à 4 208,84 €. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette demande, il convient d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association du service social des employés municipaux du montant de la prise en charge assumée par la dite association, soit 4 209 €. Donc il est donc proposé d'attribuer la subvention exceptionnelle et d'autoriser le maire à signer les documents y afférents. En fait, donc l'employé en question a été en maison de convalescence, loin de son domicile, et donc alors les frais de santé ont entièrement été remboursés, mais les frais de transport et d'hôtellerie pour son épouse étaient importants. Et c'est une famille qui n'a pas non plus de ressources exceptionnelles. Donc c'est en ça que la commune, et en particulier par la personne de M. Louis Scoula, a proposé au service social de venir en aide en promettant qu'on rembourserait à l'euro près les dépenses qui ont été faites donc par la famille et par... il est revenu chez lui maintenant, et donc et par le service social. Il est revenu chez lui, et donc on peut imaginer que maintenant, il n'y ait plus ce type de frais. Toutefois, on s'est engagé à faire le même système s'il y avait des frais de santé qui n'étaient pas remboursés, ni par la sécurité sociale, la complémentaire ou les assurances. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Michel, c'est à toi.
Donc là, vous avez eu on vous a distribué un supplément, une délibération supplémentaire concernant la... participation de 3 lycéens qui ont été sélectionnés pour la participation au concours mondial. Ça se déroulera aux États-Unis. Leur projet a été réalisé dans le cadre de travaux personnels encadrés organisés par le lycée. Il portait sur le développement d'un traitement de destruction de cellules cancéreuses à l'aide de nanoparticules magnétiques. Mené en partenariat avec des scientifiques d'unités mixtes de recherche de l'INSA, du CNRS et de l'UPS. Ce projet a obtenu le premier prix lors de la finale nationale des Olympiades de physique à Lille et représentera la France au concours en Arizona aux États-Unis. Donc il nous est proposé d'attribuer au lycée Marie-Louise Guissard une subvention exceptionnelle de 1 080 €. En fait, on a calculé les... Ouais. Alors, en fait, il y avait une demande, alors je ne sais plus exactement quelle était la demande du lycée. Il y avait des frais de voyage, il y avait un certain nombre de frais, qui sont en partie couverts. Et en fait, comme il y a une plaisançoise dans l'équipe, qui est d'ailleurs la leader, d'après ce qu'on nous a dit, et qu'il y a deux enseignants qui partent et qu'une des enseignantes est également plaisançoise, on a fait 2/5 de la somme qui était souhaitée par le lycée Françoise. Et donc ça donne 1080. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ouais. D'abord, on va féliciter Alice, Marine et Lucie, qui sont quand même les 3 Françaises retenues, les seules Françaises retenues sur ce concours de 5000 participants international. Donc c'est vraiment un succès pour Françoise. Et j'associe à ce succès une deuxième victoire qui date d'hier, pour ça vous n'êtes pas au courant, de plaisançoise du lycée Françoise. Donc c'est une association qui a été créée il y a quelques temps, au début d'année, qui s'appelle Sensibi, qui essaye de sensibiliser les jeunes du lycée aux problèmes de l'homophobie, de l'exclusion, etc. Et donc ils ont participé à un concours qui s'appelle les Olympiques de la parole, un concours national. Et hier ils étaient donc parmi 5 lycées retenus à l'éducation nationale. Donc c'était 8 filles là à l'éducation nationale hier et elles ont gagné le concours hier. Voilà. Donc on a 4 plaisançoises dans l'équipe qui ont gagné ce concours. Voilà. Et petite note personnelle, donc c'est la fierté du père qui parle. On ne vous félicite pas, mais on félicite votre fille. Ah bah oui, c'est les filles qu'il faut féliciter, bien entendu. Non, mais pour dire que le lycée Françoise est un lycée d'excellence, hein, on l'a toujours dit, mais là c'est la démonstration. Et c'est pas la première fois qu'il y a des succès comme ça. Ils sont assez exceptionnels et donc effectivement c'est tout à notre honneur de les encourager, ces lycéens, les lycéennes en l'occurrence, c'est plutôt des filles, mais bon. Voilà, je tenais à le signaler. Eh bien, merci, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas très nombreux à le savoir, mais c'est vrai que vous aviez des sources que vous ne pouvez pas avoir. Et donc, mais ils ne demandent pas de subvention. Vous pouvez aller l'interviewer pour ça aussi. Vous pouvez aller interviewer carrément les 4. Si j'ai les infos, je peux tout faire. Je te donnerai les pas, je ne fais pas. Je te donnerai les coordonnées. J'ai pas non plus la subvention là, que vous êtes en train de voter. Je n'ai pas eu non plus. Ah si, il y a eu un article déjà. Non, la délibération. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accès à posséder le... Voilà.
Oui, puisqu'en fait, cette délibération, on n'avait pas le montant, donc au moment où on a... Et puis voilà, on a calculé le montant d'ici là, et on a proposé de voter quand même rapidement. Moi, je suis un peu étonné par le sujet, malgré tout, le sujet de les nanoparticules, etc. Je pense qu'il y a un encadrement de haut niveau là pour ces lycéennes, pour malgré tout sortir quelque chose de bien sur un sujet aussi pointu. Bon, voilà, j'ai une petite... Mais je crois que alors, je sais pas si tu as tout lu la délibération, Michel, parce que je peux me permettre, si je peux me permettre un petit commentaire, parce que bon, j'ai participé aussi à la... Non, pas à la délibération, mais aux travaux CTPE. En fait, le lycée a noué des contacts très étroits avec des laboratoires de recherche qui sont cités dans la délibération, en particulier l'UPS, le laboratoire du CNRS, et les écoles, donc l'INSA et l'université Paul Sable. Et effectivement, il y a quelques étudiants qui sont dans des laboratoires d'excellence. Au LAS aussi, il y a des étudiants qui sont au LAS, et sur des sujets qui sont vraiment très complexes. Pour moi, c'est plus un sujet de doctorants que de terminale. Ils travaillent avec des doctorants voilà. Et des chercheurs. Donc, on répond à ma question, on sent qu'il y a quand même un potentiel d'encadrement pour sortir un sujet comme ça en terminale. C'est ça qui me paraît étonnant. Non, mais... Bon, d'abord, pour arriver à un niveau mondial, je pense qu'il faut un peu monter le niveau. Oui, mais enfin... D'une part, et d'autre part, moi, ça me... Enfin, c'est un sacré encouragement pour la science, pour les élèves. C'est un sacré encouragement pour proposer à des filles de s'orienter dans des filières scientifiques. On sait qu'on manque énormément d'ingénieurs féminines, que justement, il y a, alors par rapport à l'autre sujet donc, de l'association dont je vais oublier le nom, c'est clair aussi qu'il y a des préjugés qu'il faut faire tomber et que ce genre d'initiative qui montre l'excellence d'un lycée et l'excellence d'un groupe de 3 filles montre que, enfin en tous les cas, c'est clair que nous on soutiendra toujours que tout ce qui peut être scientifique, on manque d'ingénieurs, on manque et en particulier parmi les ingénieurs, on manque de filles. Et donc tout ce qui est scientifique, on a intérêt à le pousser, et c'est important. Et alors après, pourquoi au niveau, je pense qu'elles restent quand même à leur niveau, même si elles sont aidées par des professeurs de très très haut niveau. Moi, ça me choque pas. Et puis des étudiants, des doctorants, etc. C'est de la vulgarisation aussi, hein, ce genre de concours. On peut essayer, on peut passer à... Oui, ben on va passer au vote. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Martin Comas, je vous laisse la parole. Nous allons faire une nomination d'un rond-point et de 2 voix. Tout d'abord, la dénomination d'un rond-point sur la RD des Clames. Lors de la réunion de la commission infrastructure et patrimoine qui s'est réunie le 11 février, celle-ci a décidé de donner le nom à ce rond-point, le rêve agricole, qui fera aménagement bien sûr par l'accompagnement du rond-point de cette œuvre qui se rond-point, le rêve agricole. Vous avez des questions? Alors. Je voudrais juste préciser que ce ne sont pas les compagnons du Tour de France. Ils sont plutôt concurrents. Alors pas complètement. Parce que l'autre jour, il y avait les charpentiers, c'était bien les compagnons du devoir. Et je peux vous assurer que les compagnons du Tour de France participaient avec les charpentiers qui sont effectivement d'obédience entre guillemets catholique. Mais on va laisser la parole à Madame Annie Patéreux qui va pouvoir vous donner quelques précisions, étant bien placé. Je peux prendre un micro si tu veux. Le 19 mars, c'était la fête des compagnons charpentiers. Et les compagnons charpentiers, les deux de la fédération compagnonique,
se font appeler les compagnons du Tour de France. Par contre, dans leurs origines, en effet, la dénomination, quand nous étions reçus au Capitole à Toulouse, ils ont bien précisé qu'ils étaient les compagnons du départ. Voilà. Alors en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors on est d'accord, ce sont les compagnons du Tour de France, parce qu'ils sont regroupés à la fédération compagnonique. Voilà. Les autres compagnons dont on parlait tout à l'heure se faisaient appeler l'association des compagnons. Et ceux, voilà, selon la fédération. Qui sont Nous sommes actuellement en train de travailler avec M. Perru, justement, qui a participé à l'élaboration de cette œuvre, pour mettre un panneau près de l'abribus pour indiquer ce que est exactement cette œuvre. Comme ça, on va essayer de mettre sur le rond-point, mais personne ne le verra. Ils vont eux-mêmes fabriquer le support et on mettra un panneau pour expliquer cette œuvre. Voilà. Alors, c'est bon. Qui est contre cette dénomination de voie agricole, le rêve agricole? Qui s'abstient à l'unanimité? Je laisse toujours la parole à M. Martin Coras. Alors, dénomination du voie pour la desserte du projet d'aménagement d'un terrain, 40 rue des Landes. Ce terrain est situé entre la rue des Landes et la rue des Bastards. Alors, cette rue va desservir un groupe d'habitation de 20 logements, donc 9 logements locatifs, un parking de 59 places. Cette rue en U va entrer et sortir rue des Bastards. On n'a pas le plan. Si on n'a pas, j'ai un plan ici. Non. Vous comprenez comment il y a la rue des Landes, la rue des Bastards, et ça va la rue des Landes, rue des Bastards, et M. Pellegrino va vous dire pourquoi on a donné la rue de la Pointe à cette rue. Alors là, bon, on le fera après, mais tu as sauté les républicains. Je le fais maintenant. Ah bon. Alors vas-y, parle. Rue de la Pointe. Cet aménagement va être fait donc entre la rue des Landes et le chemin de Bastards, qui présente une pointe. Et donc, moi, quand j'étais petit, on gardait les vaches. Et je signalais avec mes frères, on disait, elles sont à la pointe. C'était notre lieu de c'est pour ça que je dans Voilà. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez le mettre. Ah oui, oui. Alors, qui est contre la rue de la Pointe, qui s'abstient? Je vous remercie. Alors maintenant, c'est la dénomination de... Je me suis perdu là. Une voie pour la desserte du projet d'aménagement d'un terrain, 6-2 rue des Montmots. La rue des Montmots, elle débouche sur la route de la Masquerre, en face le chemin de la Béguerre. Et M. Tabaco, comme c'est écrit là, va réaliser un petit lotissement de 3 lots. Pourquoi on donne un nom de rue? Parce que si on voit le plan, on dirait que ça termine en impasse, mais il y a une possibilité qui est de tirer tout en arrière. Ça, peut-être pour ça. Et on a décidé de donner la rue des Républicains espagnols. Voilà. En hommage à la retirade pour 80 ans de la République. Et sur la plaque, il y aura justement rue des Républicains espagnols, la retirade, février 39 à avril 39. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant que on avait à l'origine donné le nom de, je ne me souviens plus, d'une dame qui est à l'académie, je ne me rappelle plus le nom, ça ne me rappelle pas. Non, effectivement, on a vu ça en commission, mais on a eu une petite difficulté de santé là ces derniers temps, et donc les membres de la commission étaient absents pour cause de santé.
sont rétablis aujourd'hui. Effectivement, il avait été choisi un nom de femme. Jacqueline de Romilly. De Romilly, voilà, exactement. Et on a Spécialiste de lettres grecques. Et donc, étant donné qu'on est dans une période où on met à l'honneur les républicains espagnols en ce moment avec la Retirada, on avait accepté de remettre l'utilisation de ce nom féminin avec la prochaine. Alors, qui est contre cette dénomination de rue? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Encore M. Martin Kovacs. Suite à la demande de la commune concernant la réalisation d'un audit énergétique de 4 salles que nous avions, le SDEC va engager ses travaux et à charge de la commune restera 7%, et à savoir 300 € par bâtiment. Donc c'est pour faire cette étude, pour faire des économies d'énergie. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est bon. S'il y a des questions. Tant que c'est pas pour payer des linkies, ça nous va. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon. Non, juste un commentaire pour appuyer cette demande d'audit, parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Hein, et ça vient peut-être un peu tardivement, mais en tout cas, il le faut pour les On en a fait déjà. Oui, enfin, pour l'instant, l'économie énergétique dans le bâtiment public, il est encore pas faire de la fois. Non. Est-ce que vous m'accordez 3 minutes? Bien sûr. Pour parler en même temps. On n'a pas encore trop parlé. Comme c'est des économies d'énergie, il faut savoir que le ZEC est venu nous présenter le diagnostic de l'éclairage public le 5 février. Les services vont maintenant établir une programmation sur plusieurs années afin de faire de la rénovation et de faire des économies avec des matériels performants et de lampes notamment. Nous avons déjà une obligation, à savoir que pour 2020, il faut remplacer les 500 boules que nous avons sur la commune. Le parc est actuellement de 4297 points lumineux avec 143 commandes dont 26 sont dans un état vétuste. 79% de lampes secondes, elles sont très énergivores, donc 1000 à 100 watts, donc c'est important. Le parc est vétuste à 42%, moyen à 22%, bon à 21%, neuf à 15%. Le ratio point lumineux par habitant est de 4. Il s'avère que, comparé à certaines autres collectivités, il est trop élevé. Il reste encore 510 points lumineux sur photo de pont, qu'il faudra aussi voir. Tout ça sera programmé sur les dates. Il est recommandé de modifier rapidement les axes secondaires. Au Nova, il faut nommer 3629 points sur 4297. Le programmation chiffrage du travaux entre les services techniques et le SDEC, et on vous présentera plus tard la programmation sera est-ce qu'on a voté le... Non, on n'a pas voté encore. Donc, par rapport à la demande d'audit... Pour Saint-Nicolas 3, je me posais la question, il y a pas aussi des problèmes d'étanchéité à Saint-Nicolas 3? Des toits? Des problèmes d'étanchéité. Oui, mais du toit, quoi. Du toit, ouais. Mais si ces problèmes-là ne sont pas résolus, si c'est une passoire au niveau... Vas-y, prends la plus petite. C'est des travaux de rénovation de clôture, de remaniement, et quand il y a des infiltrations, on ne les répare. Et en ce moment, cette année, on fait beaucoup de travaux de réparation, notamment des écoles. Il y a Saint-Nicolas 3, c'est particulièrement, on a dû passer, je ne sais pas, si vous avez quelque chose de particulier, vous pouvez le dire, mais je sais qu'on était à ici. Bon, sachant qu'on est au niveau du diagnostic, il y avait déjà eu un diagnostic qui a été fait sur l'école d'Odé le blé en herbe et qui avait conclu que les investissements étaient difficilement supportables pour le peu de gains financiers. Il faut savoir quand même que dans cette politique d'isolation, on ne gagne pas d'argent.
Et donc, c'est pas la motivation, c'est de gagner de l'argent. La motivation, c'est de dépenser moins d'énergie. Parce que le coût des travaux est tellement important qu'on ne les amortit pas, apparemment, avant 40 ans. Donc, ça veut dire que c'est une politique tout à fait volontariste de faire des économies d'énergie qui permettent de décider de faire ces travaux, mais pas du tout d'économies en termes d'euros. Et c'est bon aussi pour lutter contre les dérèglements climatiques. Tout à fait. Oui, quand je parle, oui. Les travaux les plus significatifs au niveau des économies d'énergie ont été faits à l'école de Marseille-Pagnon. Avec Marseille-Pagnon, on a fait des investissements assez importants. On a rabaissé les plafonds, on a fait des régulations supplémentaires pour les économies d'énergie, tout ce qui était municipal. Ce qui a amené donc à une réduction de consommation qui est importante. Après, comme le dit M. le maire, c'est avant de les amortir, il faut quand même on a vu la consommation de pas pour la pièce diminuer. C'était le bâtiment le plus énergivore. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Maintenant, je passe la parole à M. Morin. Bonsoir. Je pense que vous êtes tous fatigués, j'ai essayé d'être assez concis pour avancer un peu plus vite. Bon, il y a 8 pages à lire, hein, c'est pas plus que ça. Donc on va parler du projet d'acquisition de la parcelle BS 252 qui appartient toujours à Madame Vernière. Cette dame s'est interrogée sur la validité de l'emplacement réservé qui est inscrit au PLU et qui frappe en totalité sa parcelle. Cette parcelle a une superficie de 143 mètres carrés. L'évaluation des domaines a évalué ce terrain à 130 000 €, compte tenu de l'état et l'ancienneté des bâtiments et puis de l'occupation du local commercial. Et aussi la vacance de la maison d'occupation inaugurée depuis 2015. Il faut savoir que cette aire doit servir à l'arrondissement du Giratoire avec l'injonction d'une piste piéton-cycle dans le cadre des travaux d'urbanisation de la rue des Fauvettes et de la ville des Martiniques. Donc, Madame Vernière est toquée pour nous vendre ce terrain au prix de 130 000 €, sachant par le biais de l'intermédiaire de son notaire, et elle a donc donné son accord sur le prix de la cession. Donc je demande à Monsieur le maire d'approuver le principe de l'acquisition de cette parcelle au prix de 130 000 €, en précisant qu'il y aura les frais notariés bien entendu à la charge de la commune et les frais d'édification d'un mur de clôture que demande cette propriétaire. Ok, donc qui est contre cette acquisition? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Deuxième sujet, M. Morin. On a la réponse. Oui, on peut dire que ça fait longtemps de réaliser la piste cyclable et dont on a parlé tout à l'heure. On va arriver à ce rond-point où c'est très dangereux actuellement, et notamment les riverains n'arrivent pas à sortir car ils risquent à se prendre un cycliste sur le capot. Deuxième délibération, ça concerne l'acquisition du consort Pierrot-Monti. Ça comprend 3 parcelles entre l'impasse de la Camargue et la rue de la Île. Ces consorts ont proposé à la commune par la reprise de ces emplacements pour l'euro symbolique. Cette bande enherbée et boisée à une superficie de 135 mètres carrés. Aujourd'hui, il nous semble cohérent que cette emprise soit donc intégrée au domaine public, puisque le fossé est entretenu par la commune et que cette emprise doit être intégrée pour assurer la continuité de la propriété foncière. Il faut savoir aussi que le candidat de l'éclairage public se doit d'être sur le domaine public et non privé. Et troisièmement, le giratoire et le bassin d'orage, côté impasse de la Camargue, sont déjà dans le domaine public. Par conséquent, il convient d'approuver le principe de la cession des parcelles cadastrées en l'état au prix de 1 € et d'autoriser M. le maire à lancer la procédure sur un décision pour le paiement interstatal. Alors, qui est contre cette acquisition à 1 €? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Tu peux continuer. C'est toujours un peu dans le même ordre d'idée. La possession d'impasse Sainte-Catherine, plus le trottoir rue de Féfès et rue de Cantator. Ces parcelles sont cadastrées, la première sur une superficie de 146 mètres carrés pour le trottoir et la deuxième pour le PM 181 pour une superficie de 292 mètres carrés pour l'impasse Sainte-Catherine, soit 438 mètres carrés de contenance totale. Ces emprises étant de fait utilisées en tant que domaine public et entretenu par les services techniques de la ville, il était proposé à cette copropriété de céder celle-ci à la ville pour le prix de 1 euro. Lors de leur assemblée générale, les copropriétaires ont adopté la résolution pour céder au prix de 1 euro ces deux parcelles. Par conséquent, il convient d'approuver le principe de la cession des parcelles cadastrées et de permettre à M. le maire de suivre les documents liés à cette cession. Qui est contre cet achat? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité.